Tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. L'homme paraisse blanc comme un loisir. Oui, comme un loisir. La mise et tu la manques, Tu la change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Grenouille sur le 88.8 et c'est une chorale pour ouvrir cette émission, cette première émission Habiter la friche. En effet, Radio Grenouille inaugure là la première émission d'une série d'émissions autour d'un projet d'habitat sociétal participatif qui va se construire à la friche Belle de Mai. Et ce projet s'inscrit dans le cadre de son schéma directeur qui s'intitule Jamais 203. Et donc la friche va expérimenter la réalisation d'un programme de 15 à 20 logements sociaux sur son site, accompagné de 5 à 10 logements étudiants et de 10 unités d'hébergement pour des artistes en résidence. Radio Grenouille va donc suivre ce projet un peu inédit par une série d'émissions avec l'ensemble des acteurs concernés et le groupe d'habitants qui sera constitué, car ce groupe est encore à être constitué. Alors, cette première émission, elle sera en 4 parties. Un premier moment pour revenir sur la philosophie de l'habitat participatif. Quelques mots tout de même sur ce que c'est que l'habitat participatif, gérer collectivement un programme immobilier de logement dans lequel un groupe de futurs habitants disposeront à la fois de logements privatifs et d'espaces partagés. C'est une définition, disons, minimum, mais nous y reviendrons tout au long de cette émission. Un deuxième point dans cette émission, autour des dispositifs législatifs existants en France, et particulièrement la dernière loi, la loi ALUR. Un autre point qui sera de comprendre les expériences déjà réalisées autour de l'habitat participatif ailleurs, dans d'autres régions, notamment à Lyon, à Toulouse, un projet en cours à Liman, et puis d'autres projets à Marseille, notamment à l'Estac, le projet Corail. Et puis enfin, on rentrera dans le détail du projet de la friche, comprendre aussi comment les différents acteurs vont travailler entre eux, et puis comprendre aussi la durée de ces projets. Alors avec nous, pour cette première émission, différents invités autour de la table. Nous sommes au studio Euphonia, c'est au R1 de la friche Belle de Mai, et nous sommes aussi en public. Il y a là autour de nous quelques personnes intéressées par ces questions d'habitat participatif qui sont présents. Et autour de la table, Thomas Poisson, qui est responsable des aménagements à la friche Belle de Mai et qui pilote d'une certaine manière ce projet d'habitat participatif à la friche. Il y a avec nous aussi Pierre Lévy, qui est responsable de la coordination régionale de l'habitat participatif, coordination donc PACA. Par Skype, nous avons Thomas Berthet, qui est animateur de la commission juridique et financière à l'association Habicop. Nous avons également autour de la table Corinne Pontier, qui est membre du collectif d'artistes, ici même Grenoble, un collectif d'artistes qui sera, on le verra tout à l'heure, mobilisé dans le projet de la friche. Un autre collectif, cette fois-ci, collectif d'architectes, c'est François Capiero qui est avec nous, collectif d'architectes ETC. Il y a également Anaïs Alliot. Anaïs Alliot est urbaniste aux Clés de la Cité et surtout elle est membre du collectif d'habitants Brouette et compagnie à la Belle de Mai. Rappelons que la friche est inscrite dans un quartier qui s'intitule la Belle de Mai et donc d'une certaine manière c'est en tant qu'habitante aussi qu'elle donnera sa parole. Un autre artiste, Bernard Misraki, qui fait partie du groupe Dune, résident à la friche Belle de Mai, qui suit en définitive le processus de ce projet d'habitat participatif à la friche. Xavier Rouquayrol est responsable d'opération au service développement et investissement chez le bailleur social Famille et Provence. On l'avait déjà entendu sur les ondes de Radio Grenouille il y a peu de temps, puisque nous avions fait une émission autour d'un projet
qu'il mène de jardin à partager. Et cette fois-ci, il nous parlera d'un projet d'habitat participatif mené à Liman, non loin de Fort-Calquier, un projet d'une dizaine de logements participatifs, dont 6 en autoconstruction. Et puis Thomas Poisson me disait que le bailleur social qui va s'associer au projet de la friche sera avec nous. Il sera avec nous tout à l'heure à partir de 14h30, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Juste préciser que cette association est toute fraîche, hein, qu'elle vient juste, disons d'une certaine manière, d'être conclue. Et c'est une grande joie d'accueillir donc ce bailleur social. D'autres personnes devaient venir, notamment une personne de la région PACA qui devait venir pour présenter les dispositifs proposés par la région, mais elle s'excuse et nous envoie en tout cas des remerciements et puis nous dit qu'elle sera présente avec nous pour les prochaines émissions. Bonjour à tous, merci d'être venus, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Peut-être on pourrait commencer par la question de ce que disait la philosophie, l'habitat participatif. Une première question peut-être à destination de Pierre Lévy, puisque vous coordonnez, disons, l'habitat participatif en PACA. L'habitat participatif, je disais, gérer collectivement un programme immobilier de logement dans lequel un groupe d'habitants va disposer à la fois de logements privatifs et d'espaces partagés. Définition minimum, elle vous convient ? Elle me convient presque. On retient souvent trois caractéristiques qu'on retrouve dans tous les projets d'habitat participatif, c'est-à-dire la grande diversité des projets. Il y a celui que vous avez dit, donc effectivement, il y a une présence d'espaces de vie collective, plus que d'espaces collectifs, qui se manifestent par une grande salle polyvalente, souvent une chambre d'amis, une buanderie partagée, des espaces extérieurs quand c'est possible, qui donnent le sens de ce que c'est que l'habitat participatif, qui est un projet de vivre ensemble, qui est un projet où les gens vont partager un certain nombre de choses et ça s'inscrit physiquement dans l'espace à partir du moment où on partage des locaux et des salles en commun. Il y a un deuxième point qui est très important. J'ai presque envie de le mettre en numéro 1 parce que c'est vraiment là où on voit quelque chose de singulier aujourd'hui dans le monde du logement. C'est que les habitants se réunissent et constituent un collectif ou un groupe d'habitants avant d'habiter ensemble pour collectivement penser leur logement. Alors, plus que le penser, puisque souvent ils sont à l'initiative des projets, pas systématiquement, mais souvent. Et ils vont réfléchir, éventuellement prendre la maîtrise d'ouvrage des projets, c'est-à-dire être ceux qui vont acheter le terrain, qui vont éventuellement travailler avec un architecte, donc qui vont commander leur programme, les éléments qu'ils veulent construire, choisir le nombre de logements, le type d'espace partagé qu'ils veulent, le type de processus architectural qu'ils veulent mettre aussi en œuvre. Et ils vont réunir pour ça du temps, des compétences, des moyens, etc. La spécificité, c'est que là où on parle vraiment d'habitat participatif, c'est au moment où se constitue cet acteur collectif, où va se fonder une espèce d'identité nouvelle, qui n'est pas simplement toi, plus moi, mais il y a un nous collectif qui va donner son sens au projet, quoi, et qui permet vraiment du coup de parler de philosophie d'habitat participatif. Ce n'est pas simplement des gens qui s'associent pour faire moins cher ou pour faire un peu différemment. C'est un nouvel acteur collectif qui émerge, qui rentre en capacité de négociation avec un bailleur social, avec une collectivité, et bientôt on s'en apercevra à la friche, avec la friche, si le projet se développe ici, avec des habitants qui auront leur mot à dire et qui le diront en espérant d'une seule voix. Avec des architectes aussi. Anaïs Alliot, pour préparer cette émission, vous aviez envie un petit peu de nous donner votre regard de la philosophie de l'habitat participatif. Et pour vous, en fait, il s'inscrit dans aussi sans doute quelque chose de plus large. Oui, tout à fait. Allez, oui, on vous entend. Okay. En fait, au-delà de l'habitat participatif, j'aurais voulu parler de l'habitat. Puisque une des composantes, donc moi, effectivement, comme tu l'as dit, je suis urbaniste, et donc en urbanisme, on étudie et on construit la ville. Et une des composantes de la ville, c'est l'habitat. Donc, regarder la ville en entrant par l'habitat est assez intéressant. Au moment où on cherche à définir l'habitat, on se heurte déjà à des variations de sens qui sont, à mon sens, importantes. Et on va retrouver une grande partie de ces questions sur la ville. Alors, l'habitat, qu'est-ce que c'est ? A priori, tout le monde sait ce que c'est.
c'est la maison, c'est le foyer. Habiter, c'est être dedans quelque chose. Dans un logement, oui, mais au-delà du logement, c'est le quartier, c'est la ville. Et en deçà du logement, c'est aussi le corps. Alors, est-ce qu'habiter, c'est tout le temps et pour tout le monde la même chose? J'aimerais vous faire une réponse de Normand, parce que c'est un peu peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Habiter, comme je l'ai dit, c'est être dans quelque chose, et ce sera la même chose pour tout le monde. Parce qu'habiter veut aussi dire que l'on a des petites habitudes, à chacun spécifique, des petits rituels qui rythment l'usage de l'habitat. Par exemple, on peut avoir un réveil à côté du lit ou pas, faire la vaisselle après chaque repas ou attendre un peu. On peut écouter de la musique tard le soir ou préférer la radio le matin. On peut positionner le lit avec la tête au nord parce que c'est feng shui ou où on peut le mettre, etc. Donc, habiter, c'est avoir ce lieu d'intimité que l'on transforme à son image. Le principe de l'appropriation fait de l'habitat un prolongement de soi-même, que l'on investit à des degrés différents. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve, je pense, chez tout le monde. Donc ça, c'est le peut-être ben que oui. Habiter, tout le monde sait ce que c'est. Et le peut-être ben que non, il est dans le fait que non, on n'habite pas tous de la même manière, en fonction de ses moyens, de ce que l'on désire, du climat qui nous entoure. Par exemple, je ne pense pas qu'on vive de la même manière à Grenoble ou à Marseille. On n'habite pas non plus de la même manière en fonction de l'endroit où l'on habite et des services existants et auxquels on a accès. On n'habite pas, enfin, de la même manière en fonction du modèle familial qui est le nôtre. Par exemple, dans les années 60, la cellule familiale type était composée des 2 parents et de 2 enfants en moyenne. Aujourd'hui, la société a changé, il n'y a plus vraiment un modèle familial type. Il y a les familles monoparentales, les célibataires, les couples sans enfants, les enfants qui restent à la maison après 20 ans. Il y a des familles avec plus de 3 enfants, des familles recomposées. Voilà. Donc, à cela s'ajoute le fait qu'on n'habite pas non plus, enfin, de la même manière en fonction des revenus et de l'accès au logement. Et donc, toutes ces différences, pour moi, expliquent que l'on n'habite pas tous de la même manière. Mais, et c'est encore une réponse de Normand qui rajouterait un peut-être ben que peut-être ben, il existe des modèles qu'on appelle dominants ou majoritaires, des aspirations, des désirs communs qui modèlent la manière dont on investit son propre habitat. Un de ces modèles ou aspirations, c'est par exemple cet idéal de la classe moyenne d'habiter une maison, en lotissement peut-être, d'avoir un jardin, ce qui implique souvent d'avoir une voiture et le travail qui va avec pour payer tout ça. Cette aspiration est assez partagée. On le voit à Marseille, il y a beaucoup de petites maisons avec jardin. L'agglomération des désirs individuels crée la ville par transformation progressive de l'espace. Et ces désirs d'habitat sont fortement pénétrés des désirs de société, des aspirations sociales et sociétales. Pourquoi, par exemple, désire-t-on plus habiter dans un habitat individuel plutôt que dans un habitat collectif, avec un espace vert privatisé plutôt que collectif? Pourquoi désire-t-on avoir l'autonomie de la voiture malgré les contraintes? Tout cela est issu de ce qu'on peut appeler plus globalement un modèle de société. Et donc, pour moi, l'habitat renseigne sur la société. En archéologie, quand il n'existe pas de traces écrites, on va se servir de l'habitat, des outils et de l'art pour expliquer la société que l'on vient de trouver. On le fait par extrapolation, par comparaison, avec ce que l'on connaît de nos sociétés actuelles. Donc, de la même manière que l'habitat permet de penser les sociétés disparues, quand on construit de l'habitat, on construit aussi selon un modèle de société présent et ou alors un modèle de société que l'on souhaite pour demain. Dans cet aspect-là des choses, pour moi, aujourd'hui, parler de l'habitat participatif, de l'habitat groupé ou de l'habitat coopératif, d'un habitat qui est différent de ce que l'on connaît, c'est aussi une manière de réinterroger l'habitat en général et au-delà, c'est une manière de réinterroger le modèle de société, celui d'aujourd'hui et celui de demain. Merci Anaïs pour ces éclairages. J'aurais une première question un peu en rebond à ce que vient nous dire Anaïs et peut-être pour Thomas Berthet. Anaïs nous dit finalement on n'habite pas tous de la même manière. Est-ce que ces projets d'habitat participatif se sont construits un peu en réaction d'un modèle d'habitat un peu générique qu'on a pu connaître les grands ensembles, où on a pu connaître ensuite les logements, c'est-à-dire finalement
finalement, ces projets d'habitat participatif relèvent, est-ce que ne sont pas inscrits dans le désir de singulariser, d'une certaine manière, ces logements, et est-ce qu'il n'y a pas là ces enjeux-là? Thomas? Je crois qu'actuellement en France, clairement oui, c'est le cas. Je ne sais pas précisément dire ce qu'il en a été dans les années 60-70 quand il y a eu une première vague d'émergence, mais on voit bien que le contexte de l'époque nous invite à penser la même chose. L'habitat participatif est davantage normalisé dans des pays où ça représente déjà une proportion considérable du parc de logement et où c'est un petit peu tout un chacun qui est prêt à habiter dans une coopérative d'habitants suisses, par exemple, ou québécoise, ou turque. Mais en France, on est clairement, effectivement, dans une recherche d'alternatives, et en particulier pour ce qui est des coopératives d'habitants que promeut Habicop, on est sur une autre solution que la propriété individuelle ou la location sociale ou la location d'un propriétaire privé. Et on cherche à inventer autre chose. Ça fait d'ailleurs sens si on regarde ça dans une vague historique d'émergence d'initiatives d'économie sociale et solidaire. On voit se développer l'habitat participatif et les coopératives d'habitants, en même temps qu'on voit se développer les jardins partagés, les coopératives d'autopartage, le commerce équitable et tout un tas d'initiatives qui fleurissent depuis le début ou le milieu des années 2000. L'habitat participatif n'est qu'un aspect de cette recherche d'alternatives tous azimuts. Pierre Lévy, vous vouliez apporter quelques éléments à ce que vous venez d'entendre. Oui, non, par rapport à votre question, il y a un terme qu'on n'a pas encore cité, mais qui est souvent associé à l'habitat participatif, c'est celui d'autopromotion. C'est-à-dire que l'idée, c'est un peu celle que vous disiez tout à l'heure, c'est de trouver une alternative à l'industrialisation de la création du logement, alors qui est faite soit par la promotion, soit par les bailleurs sociaux, où il y a des contraintes de produire beaucoup de logements, mais dont découle une certaine standardisation. L'autopromotion, c'est les habitants qui sont leurs propres promoteurs. Et du coup, ça laisse libre cours à une imagination qui est cadrée, parce qu'il y a un certain nombre de règles, mais qui est quand même relativement large et qui permet d'avoir des quartiers, si on peut en avoir plusieurs, en tout cas des habitats qui sont complètement différents de ceux qu'on a. Et avec des choses très simples, bien sûr, c'est en termes de logique. Alors qu'aujourd'hui, on construit essentiellement, dès qu'on est sur du collectif, pour essayer d'éviter que les voisins ne se croisent, en tout cas pour réduire au maximum les interactions. Dans l'habitat participatif, on fait le contraire. On essaie de faire en sorte de créer des coursives pour que les gens se croisent sur les coursives, de tourner les habitations vers un espace collectif central vers lequel on devra passer. Et donc, on va croiser nécessairement ses voisins le soir, en rentrant, le matin éventuellement en partant, le week-end, ce qui génère un type de vie différent. Et je termine juste là-dessus, je ne vais pas parler trop longtemps, mais derrière l'habitat participatif, on ne parle pas que de logement. Il y a effectivement un projet qui dit quelque chose sur la société, sur ce qu'on veut plus, et il y a un projet de transformation sociale. C'est-à-dire que les gens qui s'engagent là-dedans, c'est des projets, on le verra, qui sont très longs. Si on reste 4, 5, 6 ans parfois sur un projet d'habitat participatif, c'est parce qu'on le charge en sens et qu'on cherche des alternatives à tout un ensemble de crises, enfin des solutions à tout un ensemble de crises. Il y a la crise environnementale, la crise sociétale sur comment on vit. J'ai envie de dire, et je pense que ce n'est pas la moins importante, la crise politique, avec une façon de réinventer des acteurs collectifs et des façons d'agir ensemble. La crise économique, évidemment, parce que se loger, ça devient hors de prix. Donc il y a, on ne va pas être exhaustif aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup à dire sur tout ce qu'il y a en termes de projets derrière l'habitat participatif. En fait, on sent que c'est déjà plus qu'habiter, ces enjeux d'habitat participatif. C'est la devise d'Habicop sur les coopératives d'habitants. Coopératives d'habitants, c'est plus que du logement. François, Florent du collectif L'Architecte TC. Moi, je suis assez curieux de voir par rapport à ce qui a pu se passer dans les années 70, mais même avant. Je pense qu'aux sorties de la guerre, les opérations de Castor, on retrouve un certain esprit là-dedans, et des centaines de milliers de logements ont été produits sous forme de coopérative, ou en tout cas dans la manière dont c'était mené. Et donc je suis assez curieux de voir entre aujourd'hui les quelques opérations qu'on montre, qui sont mises en valeur, mais qui sont qu'une dizaine peut-être à l'échelle de la France, en tout cas de ce qu'on en voit, par rapport à tout ce qui a été produit sur les 30 ou 40 dernières années. Et par rapport à la réponse à une crise, mais cette crise, s'il y en a une, elle date des années 70. Et donc on est juste dans un prolongement, dans une déchéance qui ne fait que s'aggraver. Mais donc voilà, c'est juste pour remettre un peu dans le fil de l'histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses.
J'aurais une question pour Xavier. Xavier Recorol, vous êtes donc vous travaillez pour le bailleur social Famille et Provence. Dans cette idée, on n'habite pas tous de la même manière. Il y a l'idée aussi de dénormer d'une certaine manière le logement. J'imagine que c'est une vraie révolution pour un bailleur social. Alors, justement, par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure sur le nous collectif, ce qui est intéressant, c'est aussi en même temps de savoir comment justement un bailleur qui est quand même à une mission d'intérêt général, donc peut s'insérer dans un projet d'habitat participatif de ce type-là. C'est-à-dire que dans un nous collectif, c'est souvent basé, pas que, mais souvent basé sur les individus et sur justement les rencontres entre les gens. Notre difficulté à l'heure actuelle, c'est justement de se dire comment est-ce que un bailleur peut s'insérer dans un collectif au final faire participer des locataires qui ne sont pas propriétaires, qui seront amenés à changer. Aussi en même temps au niveau de la participation de ce qu'on va leur demander, on ne va pas leur demander de concevoir un espace à la carte pour eux, on va leur demander de penser un mode d'habiter ensemble. Donc si je suis ce que vous dites qu'en fait l'intérêt du nous collectif ne converge pas forcément avec l'intérêt général. Le nous collectif individualisé peut à un moment donné en tout cas s'en écarter. Et c'est donc là-dessus, le nous collectif, dans le sens avec des individus, un groupe d'individus qui viendraient chercher en fait un bailleur en se disant on veut trouver une solution pour faire du logement social, mais pour des personnes qui sont déjà désignées, ce qui peut souvent arriver, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de sollicitations ces derniers temps de collectifs qui viennent nous voir en nous disant venez sur notre opération. On a déjà quasiment tout fait. Il n'y a plus qu'à faire du logement social. Et après, les personnes, elles sont déjà quasiment constituées. Voilà. Ça, nous, on ne peut pas se positionner parce qu'on a des règles aussi en même temps d'attribution, etc., qui nous empêchent, et c'est pas dans notre fonction, de faire du logement pour une minorité de personnes. On le fait vraiment pour un intérêt général par rapport à une réglementation beaucoup plus large. Donc, en tout cas, c'est une chose qui est sûre, c'est que pour nous, c'est intéressant de dénormer, et on se rend compte que dans notre façon de travailler, il faut qu'on avance et qu'on se pose des questions pour mieux écouter, et donc construire les projets avec les habitants. C'est un moyen aussi en même temps justement de faire notre fonction de bailleur social et de répondre à leurs attentes. Voilà. Après, on avance vraiment en marchant. On n'a pas de certitude, en tout cas, sur cet aspect. Peut-être Thomas Berthet ou Pierre Lévy, juste réagir sur ce que vient de dire Xavier sur l'enjeu que, effectivement, comment les logements, en tout cas du groupe d'habitants constitués, peut aussi, à un moment donné, aller au-delà de l'intérêt de ce groupe et rencontrer l'intérêt général. Quand on est bailleur social, c'est important tout de même. Thomas, peut-être ? Oui, excusez-moi, j'ai eu un problème technique d'image. En réaction, moi, j'avais envie de dire que finalement, on peut peut-être dénormer encore un peu plus. C'est-à-dire que nos groupes travaillent déjà plutôt bien avec certains bailleurs sociaux partenaires identifiés, mais je crois que ces questions de liste d'attribution et de règles d'attribution des logements, c'est des obstacles qu'on finit par arriver à contourner sans tomber dans l'injustice, dans l'arbitraire, dans le passe-droit. Je crois que, notamment, on a des règles un peu plus souples en matière d'accession sociale à la propriété qu'en matière de locatif social, et qu'on pourrait s'inspirer de ces règles-là, puisque bien souvent, l'habitat participatif, c'est plutôt de la propriété collective que du locatif pur. C'est intéressant ce que vous dites sur les règles et les normes, parce que j'ai le sentiment en tout cas que ces groupes se constituent d'abord finalement pour tenter de contourner un certain nombre de normes, un certain nombre de règles. Je ne dis pas les contourner au sens négatif, mais disons qu'il y a un certain nombre de règles et de normes qui font obstacle à des initiatives collectives. Est-ce qu'on peut le voir aussi comme ça, Pierre Lévy ? Posé comme ça, oui, je vous suis tout à fait. Mais j'ai envie de rebondir un peu sur la petite provocation que vous avez faite tout à l'heure, sur est-ce que finalement ce nous collectif va s'opposer à l'intérêt individuel, à l'intérêt collectif, pardon, avec une réponse que j'ai trouvée un petit peu qui amène à discussion en tout cas. D'abord, j'identifie pas l'intérêt collectif aux règles existantes en matière de logement social. C'est clair qu'en matière de
L'intérêt général. Hein. L'intérêt général, pardon. L'intérêt général, c'est pas simplement les règles existantes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des règles qui sont garantes, enfin qui essayent d'aller vers l'intérêt général, qui ont du sens, hein, c'est pas pour les remettre en cause, mais qui n'ont pas l'exclusivité, évidemment. Et tout ce qui déroge à ces règles n'est pas forcément, ne va pas pour autant forcément déroger à l'intérêt général. Donc, par contre, il y a une vraie difficulté d'articulation entre la logique un peu planificatrice et puis qui doit garantir une équité entre tous les citoyens de façon un peu indifférenciée, qui est celle des logeurs sociaux, et celle extrêmement personnalisée des groupes qui se constituent à la base, qui se connaissent. Et du coup, il y a effectivement, au niveau de espèce de goulot qui sont les commissions d'attribution, il y a un truc qui ne fonctionne pas, quoi. Donc là, il faut qu'on discute, qu'on avance, en ayant tous le souci de conserver l'intérêt général, mais sachant qu'il peut être dépassé et qu'on peut trouver des nouvelles voies et des façons d'évoluer. C'est ce qui commence à se faire avec la loi Allure, hein, puisqu'on trouve des possibilités. Alors, typiquement sur les commissions d'attribution, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais il y a des moyens d'intégrer les bailleurs sociaux dans les sociétés Allure et d'intégrer des critères supplémentaires aux commissions d'attribution avec l'obligation d'une signature d'une charte de règles de vie partagées dans les sociétés d'habitat participatif qui sont un peu un pied dans la porte, qui vont permettre de flécher des personnes sur de l'habitat participatif. Donc on peut faire évoluer ces règles tout en ayant l'intérêt général en tête, mais c'est vrai qu'il y a une question de logique de fond de bailleur social d'un côté ou promoteur, hein, et habitant de l'autre qu'il va falloir articuler, et c'est pas simple, et on est en plein dedans. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi d'une vraie transformation de la société. On pourrait aussi entendre derrière, effectivement, des dynamiques de démocratie participative, des dynamiques de co-construction. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que ces enjeux d'habitat participatif où les citoyens deviennent acteurs, finalement, de l'aménagement urbain, comme le disait Anaïs, deviennent acteurs du destin des villes. Ça reconstitue, en tout cas, ça amène à une refonte de l'ensemble des institutions. Et effectivement, toutes ces règles dont on vient de parler. Derrière, il y a l'idée de démocratie participative, démocratie plus contributive. Alors, évidemment, ceci étant, on n'est pas aussi ambitieux que ce que vous le dites. Hein. On ne va pas refondre tout le droit de l'immobilier en France. Simplement quelques petits aménagements par-ci par-là, ça nous serait bien utile. Et puis, pas que du droit, mais aussi des logiques des banques qui sont derrière, qui financent ou pas ce type de projet, des assurances qui assurent ou pas ce type de projet. Donc, il y a des choses, effectivement, à travailler collectivement pour faire émerger des possibles, quoi. Souvent, il y a la notion d'autoconstruction aussi qui est associée à l'habitat participatif. Ça arrive surtout dans les projets qui sont en milieu rural. Je veux dire, en milieu urbain, sauf dans le cas de rénovation, parce qu'il y a des projets qui sont sur de l'ancien, hein, sur de la réhabilitation, où il peut y avoir un peu d'auto-réhabilitation. Sinon, ce n'est pas évident d'intégrer l'autoconstruction en ville. Hein. C'est sur de l'immeuble, c'est même... je ne connais pas de projet qui soit sur ce type d'ambition. Par contre, en milieu rural, il y en a plusieurs en région PACA. Hein. Il y a Écoline dans le Var qui n'est pas très loin. Pas Écoline, pardon. Bois de Brindy, voilà, Écoline, c'est dans les Vosges, mais c'est aussi un projet d'autoconstruction. Ça peut être associé, mais là encore, il faut distinguer autopromotion, c'est-à-dire que les habitants sont promoteurs, donc ils jouent le rôle de maître d'ouvrage, mais ce n'est pas forcément eux qui vont construire, ça va être les entreprises qui vont construire, d'autoconstruction, où là, ils sont sur le chantier et c'est eux qui portent, qui construisent. Il y a avec nous Morgane Deban est avec nous. Morgane est étudiante en anthropologie et elle est venue frapper à la porte de la radio il y a peu en disant j'aimerais bien faire de la radio, je suis étudiante en anthropologie et elle apprécie particulièrement le langage, en tout cas le langage est quelque chose qui l'intéresse. Alors nous lui avons proposé d'attraper quelques notions que nous répétons, nous journalistes, un peu sans cesse comme ça, et de voir comment qu'est-ce qu'elles disent, ces notions. Et la première des notions, évidemment, c'était celle d'habitat participatif, une notion que nous ne cessons d'utiliser et on le voit déjà qui recouvre plein d'autres choses. Alors peut-être, Morgane, quelques mots sur cette notion. Alors cette notion, donc habitat participatif, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans un certain sens, c'est un petit peu un mot valise, donc une locution qui renferme finalement un ensemble d'objets et d'idées hétéroclites, avec... on a l'impression aujourd'hui que c'est un terme tout frais, mais comme plusieurs ici autour de la table l'ont rappelé, ça s'inscrit quand même dans une logique historique, dans un passé, un héritage qui vient se cristalliser en fait sur ce terme. Donc il y a des grands mots, comme par exemple, si on reprend la définition d'ailleurs que vous avez proposée tout à l'heure, démarche de groupes d'habitants souhaitant concevoir et gérer collectivement un programme immobilier,
avec à la fois des logements privatifs et des espaces partagés. Donc déjà, l'idée de groupe qui nous renvoie directement à l'habitat groupé des années 70 dans le contexte des luttes urbaines, entre autres, avec beaucoup d'expérience, comme l'a dit Florent d'ailleurs par le passé. Et puis, l'idée de collectivité, de communauté nous évoque des choses comme le kolkhoz à l'époque soviétique, voire peut-être même le kibbutz en Israël. Et puis, on peut même aller dans des choses un petit peu plus vermoulues, dans ces idées de cohabiter, de créer des espaces partagés, avec déjà au XIXe siècle le phalanstère de Charles Fourier, ce grand utopiste, qui voulait concevoir un ensemble architectural pour favoriser les relations interindividuelles. Et puis, c'est aussi plus généralement la question de la vie partagée, de vivre ensemble. Donc, finalement, ça nous renvoie encore plus loin. On peut carrément atterrir à Rousseau et à l'idée de contrat social. Donc, finalement, la question du vivre autrement et de vivre ensemble, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Il y a tout un héritage qui vient s'ancrer dans l'idée d'habitat participatif qu'on mobilise beaucoup aujourd'hui, avec cette émulation. Mais il y a des expériences variées, parce que même aujourd'hui, dans l'actualité, on parle d'habitat participatif dans les lois, etc. Mais on peut aussi penser à d'autres pratiques sous d'autres noms, comme les zones à défendre, par exemple, avec Notre-Dame-des-Landes. Là, on part dans quelque chose qui est un peu différent, mais avec l'idée d'autoconstruction, de communauté, d'autogestion qui reviennent aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de grands mots comme ça qui s'insèrent un peu à notre insu derrière l'idée d'habitat participatif, avec des idées qui datent. Et la dernière fois, quand j'ai écouté l'émission que vous avez diffusée sur Radio Grenouille, j'ai été interpellée par la question donc, que vous avez posée, Emmanuel, sur la culture commune. Donc moi, je me méfie un petit peu de l'expression de culture parce que ça peut porter à confusion et je l'utilise si possible avec précaution. Mais on peut peut-être reposer la question autrement et se dire comment finalement, comment on fait pour constituer des groupes, comment on partage, est-ce qu'il y a et comment se font les codes communs, les valeurs communes. C'est la question que posait d'ailleurs Anaïs un peu plus tôt. Et moi, j'ai envie de revenir à l'étymologie du terme habitat, en fait. Parce que si on retourne en arrière, on trouve l'habitus, qui nous vient du latin. Et... pardon. Et donc, qui renvoie d'une part au verbe avoir, habere, mais signifie aussi façon de se tenir, dans le sens d'un mode de comportement et de pensée acquis, souvent un peu inconscient, si l'on peut dire, c'est-à-dire ce qui nous façonne dans la vie de tous les jours. Et comme l'indique d'ailleurs l'habitus, la notion reprise en sociologie par Bourdieu notamment. Et cela nous aiguille finalement vers cette question. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de partager un certain habitus pour pouvoir partager l'habitat ? Partager un habitat, c'est pas seulement partager un logement et des espaces communs, mais aussi des modes de vie et des valeurs. C'est d'ailleurs un credo qui revient dans les idées de l'habitat participatif, c'est adhérer à des valeurs communes. Et donc, ces valeurs peuvent correspondre à des expériences sociales variées. Et du coup, entendre et penser habitat participatif, penser participation, penser individu-acteur, ça demande peut-être, on peut se poser la question, un langage commun, des repères communs, un mode de pensée commun, et je dirais même un mode d'être au monde et des représentations du vivre ensemble qui soient communes. Voilà. Dans ce qu'on vient d'entendre de Morgane, on entend quelque chose par rapport à la constitution des groupes, des projets d'habitat participatif. Et en se posant la question, qu'est-ce qui est mis en commun ? Est-ce que c'est uniquement un logement qui est mis en commun entre des personnes qui ont des affinités ? Ou est-ce que ce qui est mis en commun, ça peut être aussi des styles de vie différents ? Ça, je pense, c'est une vraie question sur l'habitat participatif et ce sera aussi une question sur le projet de la friche. Mais si on regarde les expériences, peut-être Pierre Lévy ou Thomas Berthet, vous pouvez nous éclairer un petit peu. Les groupes sont d'abord des groupes qui sont constitués quoi ? Par affinité ?
d'abord entre eux, par désir de vivre ensemble, ou est-ce que ce sont des mises en partage de gens ayant des styles de vie très éloignés les uns des autres? Thomas, peut-être? Je dirais que c'est très variable. Je ne vois pas de règles uniformes en réponse à ça. Il y a effectivement des groupes connus, notamment de ces années 60-70, où on était plutôt dans une phase post-communautaire et où c'était des gens qui se réunissaient au moins pour partie par affinité. Si je peux témoigner de la coopérative d'habitants à laquelle j'appartiens à Toulouse, je ne connais aucun de mes coopérateurs autrement que par le projet lui-même. Je n'ai connu personne avant par un autre cercle. Et les premiers réseaux au sein desquels on s'est rencontrés, c'est pas un groupe de copains, c'est des gens qui se sont connus par un réseau d'AMAP et par un club d'aviron. Voilà, et c'est quelques premières relations comme ça, et puis ça a été catalysé par des rencontres nationales des coopératives d'habitants qui avaient lieu dans l'agglomération toulousaine cette année-là. On est plutôt sur un projet qui réunit des gens intéressés par ce projet que sur un groupe d'affinité, mais peut-être que Pierre peut témoigner de cas assez différents. Pierre, peut-être sur ces enjeux, sur l'habitat participatif. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que l'habitat participatif soit l'endroit où justement on met en croisement des formes de vie différentes? D'abord, je dirais pas mieux. Je suis tout à fait d'accord avec Thomas. C'est-à-dire que toutes les situations, on peut les retrouver derrière l'habitat participatif. Il y a à la fois des groupes de copains qui ont envie d'habiter ensemble et puis des projets où les gens ne se connaissaient pas avant. C'est évident de toute manière. Quand on parle d'habitat participatif, alors on parle d'habitat sociétal. Habitat sociétal, c'est pas l'habitat simplement social, c'est l'habitat qui fait société et en même temps qui dit quelque chose sur la société, qui représente différentes composantes de la société. Donc derrière, on a intergénérationnel, mixité sociale, etc. Donc des gens et forcément des styles de vie, pour répondre à votre question, différents. Après, je rejoins tout à fait la petite analyse qui a été faite. C'est-à-dire que pour habiter ensemble, il faut un habitus commun. Et dans ce temps de gestation des projets qui est très long, eh ben, on a des gens qui viennent d'horizons différents, qui vont se construire des valeurs communes. Elles ne préexistent pas, ils les construisent ensemble. Ils vont se construire des modes de fonctionnement communs, des façons de prendre des décisions, même de communiquer entre eux. Le projet, il va émerger de la vision partagée des projets individuels de chacun, et on va construire quelque chose de commun. En fait, c'est se rencontrer avant d'habiter. C'est ça, c'est plus que se rencontrer, c'est se rencontrer, travailler ensemble, c'est partager de l'action, pas simplement partager des espaces. Et ce faisant, on s'acculture. Et on construit une microculture locale propre à l'habitat participatif. C'est ce que j'appelais tout à l'heure une identité collective, mais c'est de l'ordre de la microculture qui, à la fois, permet aux individus d'avoir leur propre style de vie, d'exister, d'être dans différents cercles d'appartenance par ailleurs, et en même temps de partager quelque chose d'assez fort. On n'est pas comme... pendant longtemps, on a opposé individu collectif. Quand on parle kolkhoz, etc., on a l'idée du tout communautaire, tout collectif qui écrase l'individu. Et quand on est dans la société ultralibérale actuelle, c'est tout l'individu qui écrase le collectif. L'idée politique derrière, c'est de réconcilier aussi à la fois le fonctionnement d'un collectif et l'individu, et en allant même plus loin, c'est en disant que pour être libre, il faut être libre collectivement. C'est-à-dire que ma liberté, non pas s'arrête, mais commence là où commence la liberté de l'autre, quoi. Un dernier point sur ces questions-là, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que dans les habitats participatifs, il y a toujours de la mutualisation d'espace. Il y a toujours, en tout cas dans l'immeuble, dans la maison, un espace qui est mutualisé. Et on s'est battu pour que ça soit inscrit dans la loi Allure. Alors justement, peut-être qu'on peut enchaîner sur cette loi Allure et sur les dispositifs législatifs qui existent en France. Cette loi Allure, l'association Habicop, vous avez participé, il me semble, à la rédaction de la loi Allure. Je pense ne pas dire de bêtises, Thomas. Au sein d'une coordination nationale de l'habitat participatif qui réunit Habicop et d'autres réseaux reconnus nationalement. Alors peut-être qu'on peut parler, parce que la loi Allure englobe beaucoup de dispositifs sur le logement, mais il y a une partie consacrée à la question de l'habitat participatif. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Qu'est-ce qu'elle permet? Qu'est-ce qu'elle ouvre? Alors d'abord, elle permet une renaissance, en particulier du statut de coopérative d'habitants, qui avait existé de façon un peu jusqu'en 1971 et qui avait été cassé par une loi pompidolienne qui a laissé le choix aux coopérateurs habitants de devenir soit copropriétaires, chacun étant propriétaire de son appart, de tantième de copro
précisément, ou soit de devenir locataire du parc social. On a parfois des immeubles entiers comparables à celui que vous avez. Alors, est-ce que l'immeuble de Le Corbusier à Marseille était en coopérative d'habitants? Je ne le sais pas. Peut-être que vous le savez. À Rezé, en banlieue de Nantes, en tout cas, c'était le cas. Et Non, très clairement, voilà, une Pierre Lévy énorme nous dit qui a non. pu basculer en propriété ou en location sociale. Alors, voilà, la loi Allure, pour ce qui concerne son chapitre sur l'habitat participatif, crée deux statuts. Le statut de coopérative d'habitants qui était effectivement réclamé par Abicop depuis 3 ou 4 ministres du logement successifs, et puis le statut de société d'attribution et d'autopromotion, qui est plutôt un statut qui vise à terme soit une société où chacun est propriétaire de parts aussi, mais qui les revend au prix du marché, soit la copro, c'est-à-dire que la propriété collective est temporaire, le temps de monter le projet, puis éventuellement de le financer, mais à terme, chacun devient bien propriétaire de son logement. Donc on est comme ça sur une géométrie variable qui permet à différents groupes, aux aspirations diverses, de trouver chaussures à leurs pieds en termes de solutions légales. Mais concrètement, concrètement, la coopérative d'habitants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui se constituent en coopérative. C'est ça, c'est une société commerciale la plupart du temps. Le cas de la nôtre est assez représentatif de ce qui se fait ailleurs. C'est une société par action simplifiée, coopérative, dont on dépose les statuts au tribunal de commerce, mais qui est bien une société coopérative au sens de la loi sur la coopération de l'après-guerre, et qui donc est une société par essence non spéculative, c'est-à-dire qu'on met de l'argent sur la table pour acheter des parts sociales. Ces parts sociales constituent l'apport initial de la société qui construit ou qui réhabilite un immeuble, ou qui construit des maisons d'ailleurs, hein, c'est pas forcément un immeuble, c'est souvent un immeuble. Et ensuite, chacun est propriétaire de parts sociales, et ça, c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire que personne ne deviendra jamais propriétaire de son logement, et personne ne pourra non plus revendre ou se faire racheter ses parts sociales par la coopérative à un prix qui aurait profité de la spéculation immobilière intervenue pendant la période de détention de ces parts. On revend ces parts au prix où on les a achetées au départ, plus un indice qui est là pour refléter à peu près l'inflation, mais pas davantage. Lorsqu'on est sur des projets de logements sociaux, le bailleur est dans la coopérative ou pas du tout? Il peut l'être. La loi l'autorise, mais ce n'est pas systématique. Ce qui se pratique assez fréquemment, c'est que le bailleur va avoir un rôle de promoteur sous une forme ou une autre. Soit il va acheter le terrain, construire l'immeuble, puis le vendre à la coopérative à travers une vente en état futur d'achèvement, par exemple. Soit le bailleur va avoir un contrat de promotion immobilière ou une maîtrise d'ouvrage déléguée et va construire l'immeuble pour le compte de la coopérative d'habitants. Plusieurs formules existent, mais il n'est pas indispensable que le bailleur appartienne à la coopérative. Simplement, dans la période transitoire dans laquelle on est, les logements les plus sociaux, donc les moins chers pour les habitants qui en ont le plus besoin de ces loyers bas, ne peuvent être financés et construits que par des bailleurs sociaux. Et du coup, si on a besoin dans un projet d'avoir de tels logements, alors il faut que le bailleur social, ou qu'un bailleur social, pas forcément le même qui a construit d'ailleurs, soit au minimum usufruitier de ces logements, sinon pleinement propriétaire, pour pouvoir les louer aux habitants en question. Ça, c'est des bricolages avec la loi telle qu'elle est, en attendant les suites de la loi Allure qui n'est pas encore applicable. Avec la loi Allure, on espère bien avoir des coopératives d'habitants qui permettent de sortir des prix de logement adaptés à l'ensemble des budgets, y compris les plus sociaux. La loi Pierre Lévy, cette loi Allure et la possibilité de monter des coopératives d'habitants, elles fleurissent aujourd'hui, ces coopératives? Elles se mettent en place? Comme vous l'a dit Thomas, les décrets d'application ne sont pas sortis. Donc pour l'instant, la loi Allure, c'est un signe politique qui fonctionne. Hein, mais ça peut durer longtemps. Hein. Ça avance. On a des bruits comme quoi c'est incessant. Ça sortira incessamment sous peu. Donc, je voulais juste revenir très très rapidement sur la loi Allure parce que c'est à la fois une loi très importante et en même temps qui est assez complexe et qui n'est pas simple d'expliquer, de rentrer comme ça, surtout sur l'émission de radio, dans les détails de toutes les questions techniques. D'abord, juste pour clarifier, c'est juste la création d'une société d'habitat participatif qui a deux variantes. Et ces deux variantes, donc les coopératives d'habitants d'une part et les sociétés d'autopromotion, d'autopromotion et d'attribution de l'autre, en fait, c'est deux logiques qu'il faut comprendre. Il y a une première logique que les coopératives d'habitants, c'est on partage la propriété. Et il y a une seconde logique qui est celle des sociétés d'autopromotion, c'est on partage l'acte de construire.
D'accord ? Les deux pouvant être compatibles d'ailleurs. On peut construire et partager la propriété après, mais pas nécessairement. Et donc c'est vraiment ça qui est derrière. Donc, et après, un troisième petit point qui est important, puisque je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est la possibilité pour les bailleurs sociaux d'acheter des parts sociales dans ces sociétés d'habitat participatif, et donc d'être sociétaire, soit d'une coopérative d'habitants, soit d'une société d'autopromotion, et donc de pouvoir produire du logement social, donc avec des loyers relativement faibles, pour permettre de les rendre accessibles pour tous. Voilà, je ne rentre pas dans les détails plus que ça, mais en termes de logique, je pense que c'est important de comprendre ces éléments-là. Prenons un exemple très concret, Xavier Recorol, sur le projet Aliment. Concrètement, le montage se fait comment ? Alors, ce n'était pas justement dans ces solutions-là qu'on s'est orienté. Sur 12 logements, 6 logements en autoconstruction, 6 logements en locatif, nous, on a demandé, donc on a 2 lots en fait, avec donc nos 6 logements sur ces 2 lots, dont on est propriétaire. Enfin, on a un bail emphytéotique qu'on signe avec la commune, et puis après, donc on construit nos logements sociaux sur ces parcelles-là. Le reste en fait des parcelles était individualisé et donc avec des lots qui devaient normalement être mis à la disposition d'une SIC. Enfin, on n'avait pas encore trouvé la bonne formule en tout cas pour ces espaces collectifs. Et l'autre partie des espaces collectifs qui concernait plus nos locataires, elle se trouve sur nos parcelles. Donc, il y a aussi en même temps des petites adaptations qu'il faut qu'on trouve pour trouver justement le... Mais vos habitants, ils sont réunis quoi, en association ? Ils sont réunis pas en coopérative parce qu'ils ne le peuvent pas encore ? Comment ils se sont réunis ? Quelle forme ils ont pris ? Pour l'instant, alors déjà au niveau de l'avancement du projet, on n'a pas encore construit. Donc on avait à la base, on était sur le point de déposer le permis de construire et finalement il y a eu un peu des rebondissements et le collectif des autoconstructeurs s'est retiré de l'opération. Donc on a maintenant 6 parcelles qui sont à pourvoir. Donc nous, en tout cas pour les 6 logements qui restent, notre collectif d'habitants n'a pas de statut particulier pour l'instant. L'objectif à terme, c'est de réfléchir justement à la manière dont on pourra leur déléguer en tout cas un certain nombre de pouvoirs pour qu'ils puissent prendre des décisions dans le cadre de cette structure juridique qui reliera à la fois les autoconstructeurs et les locataires. Mais pour l'instant, voilà, on avance pas à pas. Pierre ou Thomas, vous pouvez peut-être témoigner de cela parce que sur le fait que les groupes se composent, se décomposent et se recomposent, c'est un processus un peu normal. Il faut bien rappeler qu'on est sur des projets. En fait, on est quand même sur des projets très très longs qui demandent un engagement très long des personnes, au moins 3 ans, 5 ans, 6 ans, voire plus, peut-être 10 même. Donc les recompositions des groupes, ça fait partie de l'histoire des groupes. On est dans une course de relais aujourd'hui. C'est clair qu'on est en phase pionnière. Donc il y a tout à créer, il y a tout le monde à convaincre. Déjà, on a fait des avancées notables. On ne nous prend plus pour des babacools avec des panchos péruviens et on nous invite à la radio pour parler d'habitat participatif. C'est un grand pas de fait. Bientôt, ce ne sera pas que à Radio Grenouille. Ça commence beaucoup à... Non, mais voilà, absolument. C'est rentré dans les politiques publiques et peut-être qu'on en dira 2 mots sur la politique régionale tout à l'heure. Mais effectivement, on a des projets qui sont longs. Et avec des groupes, il y a un groupe, ça vit. Donc il y a des gens qui rentrent, qui sont enthousiastes au début, puis qui s'essoufflent au bout d'un moment, puis d'autres qui arrivent, etc. Je pense que vous en parlerez un petit peu avec Corail tout à l'heure, puisqu'on a une seconde génération d'habitants qui sont dans un groupe qui a déjà 4 ans d'existence. Ce qui permet de tenir sur la longueur, et je suis désolé de radoter, mais je pense que c'est vraiment important, c'est le fait qu'il y ait cette identité collective. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le groupe existe en tant que groupe, qu'il a sa charte, qu'il a son nom, qu'il a presque ses symboles, des fois ils font des fêtes d'anniversaire, etc. Et puis surtout, il a son projet. Ça permet aux gens de participer au projet, puis peut-être pendant quelques années, ils sont très actifs dedans, puis ils s'en vont, et puis d'autres arrivent, etc. Sur le projet d'éco-quartier Strasbourg, qui est un des pionniers en France, c'est en autoconstruction, écologie à Strasbourg. Je crois que sur les 11 ménages qui sont à l'arrivée, il y en a un seul qui est à l'origine du projet. Il faudrait voir au village vertical, je ne sais pas Thomas, peut-être tu sais combien, mais c'est pareil. Un seul aussi. Un seul aussi, voilà. Donc c'est... Et dans la coopérative à laquelle
c'est la même chose. On est à 2 ans de la livraison de l'immeuble et il n'y a plus qu'un ménage, en l'occurrence le mien, qui fait partie des fondateurs. Et donc, mais en même temps, c'est intéressant pour les politiques. C'est-à-dire que malgré l'instabilité des personnes, les groupes sont stables dans le temps. C'est-à-dire que les groupes sont capables de tenir plusieurs années, plus longtemps que les personnes qui le composent. Et j'ajouterais que Oui, les gens qui sont partis n'ont pas forcément abandonné l'idée. C'est-à-dire que certains ont saisi une opportunité foncière avec un autre groupe, d'autres ont changé de région, ont finalement choisi d'aller s'établir en zone rurale. On a plusieurs associés historiques qui ne sont plus dans le groupe, mais qui ont trouvé chaussures à leurs pieds ailleurs. Je crois que vous êtes engagé vous-même dans un projet à Toulouse, hein, c'est cela ? Tout à fait, on a créé la coopérative en septembre, ce qui me permet de clarifier ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, les décrets d'application de la loi Allure ne sont pas encore sortis. Effectivement, le prêt à créer par la Caisse des dépôts et consignations pour que les coopératives soient finançables n'existe lui non plus pas encore. Il est déjà possible de faire des coopératives mais on arrive à le faire en ramant avec un droit qui n'est pas fait pour ça. Mais en bidouillant, on arrive à en sortir. Et le village vertical dont parlait Pierre Lévy à l'instant est d'ores et déjà réalisé, qui a été livré il y a 1 an ou 2 à Villeurbanne, dans le Rhône. Et il a été possible de le faire. C'est des mécanismes de financement qui ne sont pas au départ. C'est des statuts juridiques qui ne sont pas spécialement prévus pour la coopérative d'habitants au départ, mais on arrive à le faire quand même. Le Skype, parfois, a du mal à tenir. On va le laisser se reposer un tout petit peu. Et puisque nous sommes un peu à voir les expériences des autres, à voir effectivement comment ces groupes durent ou ne durent pas, c'est vrai qu'il y a le groupe Corail autour de nous. Peut-être qu'il peut s'approcher de la table. Il y a là un micro disponible. Il y a 2 personnes qui sont là du groupe Corail. Peut-être une des 2 peut prendre la parole, se présenter. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors le groupe Corail, c'est un groupe constitué à l'Estac. Peut-être nous dire un peu, vous êtes sur une démarche, c'est une démarche d'accession à la propriété. Dans notre cas, oui. C'est un groupe, comme le rappelait Pierre, qui a 4 ans, qui a lui-même subi beaucoup de mouvements, puisque sur les 8 initiaux, il n'en reste plus que 3, si je ne me trompe pas. Moi, je fais partie de la 3e génération, des nouveaux arrivants, et on est sur une accession à la propriété, effectivement. Alors, comment vous êtes constitué ? Il y a une association ou ça reste encore très informel ? C'est un collectif ? Vous fonctionnez comment ? Pour l'heure, on est sous forme d'association et on est en train d'étudier les pistes juridiques qui donneront à notre projet la possibilité de se financer, de trouver des partenariats, etc. Et par rapport aux questions que nous avions tout à l'heure, est-ce que vous vous connaissiez les uns les autres, réseau d'amis ou alors par annonce ? Comment comment le groupe s'est constitué ? Alors le groupe s'est constitué... Alors à la base, je pense que c'était un groupe mixte avec des personnes qui ne se connaissaient pas forcément. Et nous, on a été, on va dire, cooptés sur la 3e génération, comme disait mon collègue. Et de plus en plus, le réseau, hélas, j'allais dire, se rétrécit. On est beaucoup d'amis voisins. Voilà, actuellement, c'est ça, quoi. C'est surtout des voisins. On se connaît pour la plupart à 80% du groupe. Il reste peut-être 2 ou 3 familles qui viennent de l'extérieur, j'allais dire, du quartier de l'Estac. Aujourd'hui, vous avez trouvé, je sais pas, là, c'est pas un bailleur pour le coup que vous recherchez. Vous avez besoin de quoi pour avancer dans ce projet ? Un bailleur, ça peut être pas mal. Un bailleur, on en avait un normalement, donc tout allait bien. C'était l'euphorie et ce bailleur-là nous a, on va dire, un petit peu lâché il y a 3 semaines, 1 mois. Donc là, c'est un peu une grosse déception, une remise en question. Est-ce que le groupe va pouvoir continuer, tout simplement, quand on en est là à se poser ces questions-là. C'est un projet de combien de logements ? 7 voire 8. 7 puis logements. Des familles ? Oui. Oui, des familles. Il y a une personne qui serait seule, mais c'est des familles de 2, 3 enfants.
Il y a là avec nous deux bailleurs. Il y a donc Xavier Roquerolles qui est avec nous, mais également, alors il faut que je retrouve le nom qui était, qui nous a rejoint, le bailleur social qui s'est associé avec la Friche, Christian Abbé, c'est cela? Ah bah. Bonjour Christian Ab, vous êtes directeur général de Maison familiale de Provence. Vous vous engagez sur ce projet avec la Friche donc de logement participatif. Pour vous, en tant que bailleur, la stabilité des groupes, c'est important? Bonjour d'abord, et excusez-moi d'être arrivé en retard. Alors, je dois vous indiquer avant de répondre à votre question, j'aurais du mal à y répondre, qu'on est très heureux de travailler avec la Friche sur ce projet, mais on est totalement néophyte par rapport à tous les gens qui sont autour de la table, qui ont des expériences et un discours sur le projet. Nous, on a envie de réaliser ce projet avec la Friche, mais pour l'instant, nous n'avons pas réalisé de projet d'habitat participatif. Donc, je ne peux tout simplement pas répondre à votre question parce que je n'ai pas d'expérience derrière moi. Par contre, ma société, la Maison familiale de Provence, est une coopérative HLM qui appartient donc à un milieu professionnel qui lui est très engagé dans ces démarches d'habitat participatif. Tous les projets que vous avez mentionnés, je les connais parce que ce sont ceux de mes collègues. Des expériences qui relatent dans les réunions qu'on a, on voit bien qu'effectivement c'est un des vrais sujets, la durée dans le temps et les interlocuteurs qui évoluent. Pour autant, évidemment, ça correspond à la vie des projets. Ce qu'il faut, c'est effectivement tenir la dynamique et tenir un planning qui permet d'aboutir à la réalisation de l'opération. Voilà, ce qui me paraît important, c'est ce que vous avez dit sur qu'est-ce que c'est qu'un projet d'habitat participatif. Est-ce que c'est strictement un projet d'habitat? Non, je pense qu'effectivement, c'est une démarche qui s'inscrit dans une démarche sociétale qui correspond à une autre vision de la vie en société, à un autre rapport à son quotidien. Et c'est ça qui fait que nous, on est très attachés à démarrer ce projet avec la Friche. C'est d'abord de concevoir un projet avec des habitants, parce qu'on a cette frustration, nous, promoteurs, bailleurs, qui est de réaliser des projets et de les livrer à des habitants, qu'ils soient locataires ou acquéreurs, parce qu'on a une activité importante d'accession sociale, mais sans avoir travaillé avec eux sur leur habitat, que ça soit l'habitat privatif, la partie privative de l'habitat ou les parties communes. Donc on a envie d'expérimenter cette autre manière de produire du logement, qui est de le produire avec les habitants. Et puis au-delà de ça, et je dirais c'est encore une échelle au-dessus au niveau des valeurs, c'est travailler sur le vivre ensemble avec des citoyens qui ont décidé de s'engager dans ce type de projet. Donc c'est une démarche volontaire. Ça correspond, je pense, comme vous l'avez indiqué, c'est vous Anaïs, je pense, je vous ai entendu tout à l'heure en venant, ça correspond à un autre rapport à la vie en société. Et je pense que c'est ça qui est important essentiellement dans ces projets. Et l'expérience de mes collègues des coopératives, elle montre qu'effectivement, comme vous l'avez indiqué, Monsieur Lévy, la plupart des coopératives d'habitants qui se créent, ou même des associations qui se créent, ne se connaissent pas avant. Ce ne sont pas effectivement une bande de hippies avec des ponchos, comme vous l'avez indiqué. Ce sont des citoyens qui sont attirés par la démarche et qui apprennent à se connaître et qui, ensemble, effectivement, constituent non pas le projet, mais d'abord le groupe. Et c'est ça qui crée de la cohésion dans le groupe et sur le projet. Cela correspond à quelle nécessité pour vous de vous engager? Est-ce que c'est ça, c'est transformer la société? Pourquoi finalement avoir décidé de vous associer, de créer ce groupe? À quelle nécessité cela correspond pour vous? Alors, dans mon cas particulier, je rejoins ce qui a été dit, parce que même si on se connaissait
les derniers arrivants comme des habitants de l'Estac, on n'était pas pour autant des gens qui portions un projet ensemble. Et on ne se connaissait pas d'une façon aussi presque intime que maintenant, parce que quand on commence à parler de la répartition des logements, du bruit ou pas, des modes de vie, la découverte, elle se construit au fur et à mesure de nos réunions hebdomadaires du mercredi soir qui prennent plusieurs heures. Donc c'est pour attester le fait que on passe des barrières dans la connaissance des participants au projet. Me concernant et concernant Corail, il est important de rappeler que c'est relativement intergénérationnel ce projet, puisqu'il y a des familles, comme Thomas le disait, entre 30 et 40 ans. Il y a une personne qui est retraitée et qui attend beaucoup de ce projet-là dans sa vie à venir. Il y a une personne qui a quitté le projet, qui était elle-même retraitée avec un fils lourdement handicapé et qui attendait beaucoup de ce projet et du soutien des uns et des autres. Le temps a fait, elle participait à ce projet depuis 4 ans, qu'elle s'est retirée non pas parce qu'elle ne le souhaitait plus, parce qu'elle était en désaccord, mais juste que, comme elle nous l'a expliqué, le temps jouait contre elle, tout simplement. Il y a donc une diversité de personnes. À quoi répond ce projet-là? C'est également pour reprendre une discussion qu'il y avait tout à l'heure entre Pierre Lévy et Xavier Rouquayrol sur l'intérêt général et celui qui est défini par les bailleurs sociaux lors des commissions d'attribution, qui norment les choses et qui répondent à une idée d'une mixité, d'un intérêt général. Il y a également l'intérêt général que peut porter tout type de projet, quelle que soit la physionomie du groupe, parce que, et c'est en ça que je pense que ça rejoint la question de l'intérêt pour notre groupe ou notre motivation, c'est de s'intégrer dans un quartier. Parce que vivre ensemble, ce n'est pas les 8 logements uniquement, c'est tout ce que ça va pouvoir générer en termes de proximité de quartier, les réseaux des uns et des autres, des 8 familles qui vont connaître tel type de personnes, qui vont pouvoir créer un ciment ou une masse critique pour lancer d'autres choses, des achats groupés par exemple, des soutiens dans telle et telle matière, parce qu'il y a quelques pédagogues dans l'équipe. Ce que disait également Morgane sur les habitus, l'habitat, etc., qui façonnent les gens et s'ouvrent sur le quartier, en fait profiter le quartier. Thomas Berthet, vous nous entendez toujours ? Vous êtes toujours avec nous. Je crois que le Skype remarche. Peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de la Jeune Pousse à Toulouse. C'est ça le projet sur lequel vous êtes engagé. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez et puis quelles sont les principales réussites que vous avez réalisées? Alors, il faut rester modeste puisque notre projet n'est pas encore achevé. Quand je disais tout à l'heure qu'on est à 2 ans de la livraison, c'est pas que ça fait 2 ans qu'on habite, c'est qu'on doit habiter dans 2 ans. Donc la principale réussite, espérons-le, elle reste à venir. La Jeune Pousse est le nom de l'association de préfiguration qu'on a montée fin 2007, début 2008, et qui a fini par réussir à créer une coopérative dont les statuts ont été déposés en septembre dernier. Donc l'une des principales réussites à ce stade, c'est ça. Et puis c'est également d'avoir su se structurer pour réunir des financements venant de nos propres poches, les 17 ménages qui constitueront l'immeuble et qui constituent la coopérative, et venant également de soutien qu'on a su mobiliser, la Fondation de France, l'ADEME, la région Midi-Pyrénées, un certain nombre de financeurs, et qui nous permettent de financer une mission d'accompagnement, de financer des études de maîtrise d'œuvre, bureau d'études structure, agence d'architecture, etc., pour concevoir un immeuble ambitieux en termes de conception technique, puisqu'on n'est pas sur du préfabriqué avec des immeubles, des appartements tous les mêmes superposés. Et au titre des réussites, je dirais à ce stade que le travail en bonne intelligence avec notre groupement de maîtrise d'œuvre
pour réussir à personnaliser autant que faire se peut cet immeuble est un travail qui se passe bien. Voilà. À Villeurbanne, dans le village vertical, là, c'est un projet qui a été finalisé. Celui-là, il est finalisé, réalisé. Tout à fait, avec 14 logements. 14 logements. Donc là, on est sur une expérience où là, je crois que ça recommence à avoir quelques brouillages. On est sur une expérience où, à Villeurbanne, les habitants éprouvent en fait ce vivre ensemble, plus d'une certaine manière dans le projet, mais dans la réalité des logements. Est-ce que cela a changé quelque chose par rapport au groupe, entre les espoirs que portait ce projet et puis finalement sa réalité s'opérait une sorte de décalage ou pas du tout? Non, je crois que pour ce qui est de la vie interne à la coopérative, ça se passe de manière assez fidèle à ce qu'ils avaient imaginé au départ, avec peut-être une légère déception, c'est que parmi les 4 logements les plus sociaux, qui sont donc l'objet de discussions entre un bailleur social qui en est usufruitier, qui a ses propres listes d'attente, et puis la coopérative qui coopte quand même les ménages proposés, il était proposé que ces locataires achètent des parts sociales, et pour l'instant, je crois que seulement un ménage sur les 4, qui était d'ailleurs un ménage historique de la coopérative, a choisi d'intégrer la coopérative. Donc il y a comme ça un petit décalage entre habitants en fonction de leur statut social et des logements qu'ils occupent. C'est à peu près la seule ombre au tableau, et elle n'est pas bien importante. Ce qui est plus compliqué, c'est que la coopérative d'habitants, le village vertical, est une aile d'un immeuble plus gros, qui est une copro entre la coopérative et des excédents à la propriété en accession sociale. Et là, pour le coup, au sein de la copro, le décalage entre propriétaires de logements ou accédants et coopérateurs habitants se fait sentir assez fréquemment. Les aspirations au repli sur son petit cocon personnel pour les uns et au vivre ensemble fort pour les autres créent quelques frictions. Le village vertical, il y a 60% de logements sociaux et 30% de logements très sociaux. C'est ça. Il y a seulement un logement qui n'est pas aidé du tout, en fait. Et c'est sur les 30% de logements très sociaux qu'il y a là une petite déception. Oui, petite déception. J'insiste sur le fait que ce n'est pas très important. C'est-à-dire que les habitants, mais on peut le comprendre, puisqu'ils ont peu de moyens, n'ont pas tous souhaité acheter des parts sociales de la coopérative, et donc n'ont pas fait le choix d'être systématiquement présents et avec droit de vote au sein de la coopérative pour la co-diriger, s'il vous plaît. Parce que les parts sont à combien les parts pour accéder donc à la coopérative? Bon, c'est variable d'une coopérative à l'autre, mais généralement on essaye de fixer le prix à 10 ou à 100 euros pour que ça soit facile à découper, mais en tout cas c'est pas 1000 euros, c'est pas souvent les parts sociales de coopératives d'autopartage qui servent à acheter des voitures, par exemple, sont beaucoup plus chères. Là, on est sur des divisions qui, par rapport au prix d'un logement, sont assez dérisoires. Donc un montant de 10 à 100 euros, c'est cela? Voilà. Peut-être ce que je vous propose avant de rentrer, disons, dans la partie friche, parce que nous allons y entrer dans ce projet de la friche pour essayer de comprendre comment cela fonctionne. Morgane a fait quelques écoutes de ce que nous avons dit, et je vais lui proposer bien de nous faire un petit résumé, en tout cas pas vraiment résumé, qu'elle nous dise les notions qu'elle a attrapées et si elle avait quelque chose à retenir de cette première heure de discussion, ce qu'elle retiendrait. Donc Emmanuel, j'ai envie de dire que les notions, les idées que j'ai pu attraper un petit peu comme ça sur le fil, c'est d'abord qu'il y a une diversité de projets derrière cette notion d'habitat participatif. Et comme le disait Pierre Lévy, il y a quand même apparemment une spécificité, ce serait la constitution d'un nous collectif, d'une identité avec la volonté de mettre en place des chartes, un nom et un projet qui va derrière cette identité collective. Et cela, comme le disait Anaïs, pose la question du sens d'habiter ensemble dans quelque chose, déjà dans une maison, mais aussi dans un quartier, s'insérer du micro vers le macro, en fait, finalement. Et cette recherche d'alternatives de l'habitat participatif n'est pas, s'inscrit vraiment dans un historique. Il y a l'idée d'habitant moteur d'une transformation sociale est quelque chose qui nous vient de loin. Et
Et il y a vraiment cette question de comment articuler le collectif et l'intérêt général de la société, comme vous le disiez, Xavier. Et ce qui est un peu délicat, c'est que finalement, le projet de loi n'a pas encore eu ses décrets d'application, que les montages sont encore un peu flottants. Et il y a aussi le constat d'une instabilité des individus dans les groupes. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont encore très, très présentes et qui sont à penser. Et enfin, il y a la question du temps, hein, comme vous le disiez, dans le groupe Corail, qui peut poser problème à certaines personnes qui voudraient peut-être s'investir dans ce genre de projet finalement. Et puis pour finir, le fait qu'il peut y avoir un décalage entre des personnes qui accèdent à un logement social dans le cadre du logement social et le fait de s'insérer vraiment dans une coopérative et d'acheter des parts. Voilà. Thomas Berthet, je crois que vous levez le doigt. Ah, on ne vous entend pas. Oui, simplement pour une petite parenthèse, je voulais dire que... Allô? Est-ce que Oui, ça y est, cela marche. Oui. Très bien. Je voulais simplement dire que l'instabilité des groupes était beaucoup moins forte à partir du moment où les gens avaient mis de l'argent sur la table. Une fois que la coopérative est créée et que les gens se sont engagés, c'est beaucoup, beaucoup plus stable. Xavier. Qui s'insèrent justement dans une démarche participative, c'est compliqué d'arriver à trouver un cadre qui les fixe, eux, jusqu'à la fin de la démarche, et aussi en même temps, que nous s'impliquer aussi en même temps jusqu'à la fin de la démarche avec eux, en sachant que les commissions d'attribution ne se font qu'à la fin de ce processus. C'est aussi en même temps quelque chose à prendre en compte. Et en revanche, comme vous le disiez, c'est vrai qu'on a des lois qui vont dans le bon sens et aussi en même temps des collectivités qui jouent le jeu. On peut trouver des solutions, en tout cas assez problématiques. Florent. Je m'interroge sur le changement d'échelle qui va être nécessaire à un moment donné. Ah, le micro ne marche pas, excusez-nous. Pardon. Voilà, celui-ci fonctionne. Juste, moi, je m'interroge sur le changement d'échelle qui va être nécessaire d'aborder à un moment donné, puisque là, on parle de quelques opérations. Et si on met de côté les 2 millions de logements vacants qui existent en France, on estime qu'il faut produire 300, 400, 500 000 nouveaux logements tous les ans. Donc, cette question, j'imagine que tout le monde se la pose et elle se pose dans plein d'autres champs qui sont aussi sur des initiatives à mettre en œuvre. Mais elle va se poser à un moment donné. Il faut beaucoup, beaucoup de groupes. Il en faut des milliers, des centaines de milliers. Pierre Lévy. Non, juste pour donner un éclairage par rapport à cette question qui évidemment est importante, hein, surtout dès qu'on commence à parler de loi, etc. C'est pas fait pour 3 projets, c'est fait, on espère, pour un grand nombre de projets. À titre de comparaison, si on prend un pays comme l'Allemagne, dans certaines villes où il y a une politique de soutien à l'habitat participatif, comme Tübingen par exemple, mais on pourrait Fribourg, Berlin ou d'autres. Mais parlons de Tübingen, sur le French Quarter, je ne sais pas si vous, qui est un quartier un peu innovant, 80% de la production neuve, c'est de l'habitat participatif. Donc, si on s'en donne les moyens, s'il y a une politique publique, notamment d'accès au foncier, qui est un des principaux blocages qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais ces 80%, c'est une quantité importante ou c'est 80% de la production neuve. Donc, alors après, effectivement, il faut le rythme de renouvellement de l'immobilier est relativement long. Donc, avant qu'un quart des logements en France soient de l'habitat participatif, il va se passer un petit peu de temps. Mais au-delà de simplement le fait de vivre en habitat participatif, regardez l'impact que ça a chez nos amis bailleurs qui commencent à se poser des questions. Alors même s'ils ne font pas la société Allure, ils se posent des questions sur comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'on peut réintroduire un peu des habitants sur les phases de programmation, comment après, je pense dès qu'on sera en phase active, on se posera la question de comment on les associe davantage à la gestion et pour qu'ils s'approprient davantage à la fois leur habitat, mais aussi les espaces collectifs qui sont plus à personne, mais qui sont à tout le monde, ce qui change tout dans la façon de fonctionner. Hein. Chez les promoteurs aussi, aujourd'hui, on a des acteurs comme Bouygues qui commencent à faire de la publicité sur l'habitat participatif. Alors, c'est un peu du Canada Dry, hein, mais enfin, ça veut dire que ça les interpelle. Donc, au-delà simplement de ce qui est fait super innovant par les groupes habitants pionniers, il y a tous les impacts que ça peut avoir sur les autres acteurs de la filière, en termes de transformation sociale. Mais l'habitat participatif ne peut pas devenir une logique industrielle. Eh bien, si on arrive à ça, on a perdu. Parce que si on rajoute, si on entre dans une logique industrielle, il faut supprimer le facteur humain, quelque part. Il faut supprimer les facteurs d'imprévisibilité. D'accord ? Donc, à partir du moment où on met l'humain au cœur de la production et de la gestion, il y a forcément de l'imprévisibilité, il y a des gens qui changent, il y a des accidents de parcours, il y a des envies qui ne sont pas normées, donc on n'est pas simplement sur une méthodologie
on est sur des projets qui sont guidés par une intention. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous que le jour où on devient industriel, on n'est plus dans l'habitat participatif, on est dans des espaces qui intègrent des espaces de vie collective, ce qu'on peut faire de façon industrielle. Mais ce nous collectif, il sera mort. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'est pas dans une logique industrielle qu'on ne peut pas faire du nombre. Je veux dire qu'on peut... c'est un peu une association d'idées, mais pour revenir un peu sur cette question d'intérêt collectif, général. Ah, je me mélange les pédales. Il faut sortir de l'idée de cette logique industrielle d'intérêt général qui passerait par une espèce d'individu anonyme, massifié quelque part. Et l'intérêt général ou le quantitatif, c'est forcément du massifié et du dépersonnalisé. On peut faire du quantitatif, on peut faire une société qui repose sur une logique de resocialisation de la production d'habitat ici, sur de la personnalisation des choses, et en même temps que ça représente de façon quantitative des choses importantes. C'est le même débat en agriculture sur l'agroécologie aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sort des logiques industrielles et qu'on respecte des rythmes de la nature ou de l'humain qui ne sont pas ceux de l'industrie, mais qui pourtant peuvent faire du quantitatif. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Thomas ou Ludovic du groupe Cora, il nous disait... J'étais dans le réseau AMAP et c'est en passant par le réseau AMAP que j'ai retrouvé le réseau Corail. On voit bien qu'il y a là des pénétrations de réseaux sur d'autres manières de produire en fait et de consommer aussi, parce que c'est ça les enjeux. On est bien sur un projet de transformation sociale. Merci à vous. On se retrouve après une courte pause musicale, mais des musiques bien précises. Ce sont des voix, des chants qui ont été enregistrés à la Belle de Mai. Lors de notre radio de quartier, la Belle de Mai, puisqu'on s'était dit qu'il fallait donner aussi la parole aux habitants, quelques chansons choisies par les habitants. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i es podrem alliberar. Chronique, émission spéciale, sélection musicale. radiogrenouille.com